Bonjour Aïra. Bonjour Sanabou. On y arrive, désolé pour le retard, dû à quelques soucis techniques. Voilà. Mais on est là comme promis avec Aïra Thiam, qui est psychologue clinicienne, qui va aujourd'hui nous accompagner toujours dans le cadre du mois de mars, du mois de la femme, pour effectivement aborder certains aspects qui nos inquiétudes en tout cas, notre vie de tous les jours, de Yaï, des femmes et tout. Et aujourd'hui, on a décidé de parler de nous, donc nous, toi, moi, et notre vie de manière générale et notre couple. Éventuellement, oui. Éventuellement, n'est-ce pas? Donc, on va aborder ça avec plusieurs aspects. Mais dans une introduction, je vais la laisser se présenter rapidement parce qu'elle fait plein de choses. Elle va se présenter rapidement et elle va nous faire un premier cadrage sur ce que c'est la psychologie pour vraiment que les gens comprennent son cadre de compétences avant qu'on aille vraiment dans le vif du sujet. Donc, Aïra. C'est à moi. Alors oui, je suis donc Aïra Thiam, psychologue clinicienne. Je suis aussi titulaire d'un diplôme de criminaux et d'un diplôme de pathologie psychiatrique, ce qui détermine aussi N'ayez pas peur. Mon intérêt à la fois pour le comportement humain, mais dans le sens où il peut avoir quelques petites pathologies, voire de grandes pathologies. Et dans ce cadre-là, voilà, je m'intéresse aux prises en charge et aux dispositifs qui prennent en charge des patients qui sont lourdement atteints de pathologie mentale. Ça, c'est une première chose. À côté de ça, je suis aussi formatrice, j'ai été chargée de cours à l'Université Lyon 2 et donc dans ce cadre-là, je suis des fois amenée à faire de la recherche et à être dans des conférences. Et je pense que c'est aussi de ce point de vue-là que tu interroges la question de la psychologie. Donc comme tout à l'heure, ce que je te disais, hein, la psychologie c'est prioritairement l'étude du comportement humain. Ce qui nous intéresse, c'est pas tellement le soin, mais pourquoi tel ou tel individu va adopter tel ou tel comportement de façon générale. Ma spécialité, donc je vous l'ai dit, hein, ce sont les pathologies, les troubles du comportement notamment. Et pour prendre en charge mes patients, et d'ailleurs dans le cadre de mes travaux de recherche, j'utilise comme cadre théorique la psychanalyse. Et la psychanalyse, donc bon, elle prend en compte la dimension subjective du sujet. C'est pour ça que tout à l'heure nous avions une discussion sur moi ou pas moi en début de phrase. La dimension subjective, c'est bien moi qui suis au centre de mes questionnements, de mon positionnement vis-à-vis des autres, de ce qui m'atteint ou ce qui me traverse. Et c'est de ce point de vue-là que j'entends la souffrance psychique. Voilà, je pense que Tu as brossé un peu tout. Voilà. Tout faire en gros. Donc moi, ce que j'ai retenu en langage humain, c'est que en fait, bon, tu apportes pas des questions. Mais non, tu n'apportes pas de réponse, mais tu accompagnes notre questionnement. Voilà. C'est ça? C'est ça, exactement. J'ai tout compris. Voilà, parfait. Donc, aujourd'hui, on a décidé de parler de nous au sein de notre couple et de notre vie en général par rapport à nos aspirations, nos échecs, nos enfants, notre famille, etc. Et on va d'abord parler en premier dans ce qui est censé concerner le couple, c'est l'amour. Alors, qu'est-ce que dit la psychologue sur l'amour? Alors la psychologue, elle ne dit pas grand-chose, malheureusement, je suis désolée. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est, voilà, alors, tout à l'heure je parlais de la psychanalyse, je suis déterminée aussi en termes de psychanalyse, puisque je suis plutôt freudienne, enfin issue en tout cas des écoles freudiennes, et dans ce contexte-là... Et ça veut dire quoi quand on est issu d'une école freudienne? Ça veut dire c'est qu'on aime plutôt les fraises au lieu des bananes? Voilà, c'est une Freud we trust, quoi. Une Freud we trust. Mais juste en fait pour essayer un peu de comprendre c'est quoi l'école freudienne. Alors, vous avez différentes écoles. Il y a l'école freudienne, en tout cas en France, on a l'école freudienne, l'école lacanienne et le 4e groupe. C'est tout ce qui nous reste de ces différentes scissions, recompositions, etc. de la famille psychanalytique. Ce qui nous oppose de temps en temps aussi à une psychologie qui serait plutôt anglo-saxonne, qui serait une psychologie positive, qui part aussi de Freud, hein, puisque c'est lui qui a proposé une première théorie générale
de la psychanalyse, aussi bien comme une démarche de recherche sur les processus inconscients, une démarche de traitement des processus psychiques, et aussi une certaine technique. C'est-à-dire que la technique qu'on utilisera, c'est plutôt l'analyse. Tout à l'heure, tu disais aider les personnes à cheminer de façon autoréflexive, voilà, on se pose comme ça. Dans ce cadre-là, donc l'amour. Freud nous a proposé un certain nombre de choses. Oui. Bon, tout n'est pas à prendre, je suis désolée, je critique aussi beaucoup, parce que c'est une position de chercheur aussi. Mais dans ce cadre-là, Freud propose l'idée que l'amour, c'est un mélange aussi bien d'une position narcissique et d'une position d'étayage. Donc le narcissisme, c'est ce qui m'atteint moi. Je vais faire très très simple, ça peut être, on peut y passer l'après-midi, mais voilà, c'est moi d'abord, dans la façon que j'ai de me voir, dans la façon que j'ai de me sentir, dans la façon que j'ai de m'entendre en relation avec les autres. D'accord. On va faire très simple. C'est-à-dire notre personne centrée autour de tout le reste. Notre personne. C'est ça. La personne. Voilà, au centre de tout le reste. Tout à fait. C'est ça. Sauf que ma personne au centre de tout le reste est traversée par un certain nombre de notions pulsionnelles. C'est d'ailleurs là que la psychanalyse a fait grand bruit. Nos notions pulsionnelles, quand on parle de pulsionnalité, on ne parle pas de la sexualité secondaire, un rapport sexuel avec quelqu'un. La sexualité, ça peut être le doigt dans la bouche quand on suce le pouce. Ce sont des auto-érotismes. Ok. Donc on est traversé par des émotions pulsionnelles, mais on est aussi traversé par tout ce qu'on aura intégré d'un contexte dans lequel on aura grandi, des interdits parentaux, etc. D'accord. Donc nous sommes composés à la fois de l'expérience qu'on vit au quotidien, mais de ce qui nous traverse au niveau pulsionnel et de ce qui nous traverse au niveau du surmoi, ce qu'on appelle classiquement le surmoi, c'est les interdits, c'est aussi ce qui nous protège. C'est-à-dire savoir qu'on ne doit pas traverser une route, c'est à la fois un interdit, mais ça nous protège d'être renversé. Ok, on est d'accord. Je vois. Okay. Voilà. Donc psychiquement, c'est ça. Et ça, c'est aussi des apports de la psychanalyse. C'est la psychanalyse, ok. Bon. Là-dessus, Freud rajoute donc la question de l'étayage. C'est comment on va se retrouver à être porté ou non, et comment on va aménager un portage dans la relation qu'on va construire avec autrui. Par exemple, mettons qu'on est dans un couple qui va pas trop mal. Il y a des moments où ce couple-là, la femme va servir au mari de faire valoir dans une soirée où on reçoit les collègues. Bon, pourvu qu'elle sache à peu près faire correctement son job. La fois d'après, elle aussi peut utiliser son mari pour la même raison. Il va apporter, il va faire les sourires comme tout le monde, et il va être très gentil avec tout le monde. D'accord, parce que sa femme lui a demandé de venir. Pas seulement parce qu'elle lui a demandé, mais parce qu'il se pose aussi à cet endroit-là comme quelqu'un qui vient supporter. Comme on va au match, Oui. Un match de foot, on y va, on supporte, on supporter, etc. Voilà. On se renseigne sur son équipe, etc. Donc c'est important aussi que monsieur et madame s'intéressent un petit peu à ce que fait monsieur et madame et puissent en parler. Et puissent aussi, dans ces moments-là, venir apporter son soutien. D'accord. Les termes disent d'eux-mêmes de quoi on parle. Donc là, finalement, quand on parle de l'amour en termes de psychanalyse, c'est moi par rapport à tout le reste du monde, de la Terre, plus en fait le fait de, effectivement, supporter peut-être la personne avec qui on est dans une relation amoureuse. Oui, mais aussi parce que cette personne-là, et ça c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question du narcissisme, cette personne-là, elle vient dire quelque chose de moi aussi. C'est-à-dire qu'on ne va jamais, ou alors très peu, ou alors dans certaines circonstances particulières, se mettre avec quelqu'un qui ne m'apporte strictement rien. C'est pas vrai. Oui. Même quand on est consciemment en train de dire non mais lui il me sert à rien, c'est pas possible parce que si on y est allé c'est qu'il nous servait à quelque chose à un moment donné. D'accord. Peut-être que ce quelque chose s'est dissolu, mais voilà. En conséquence de quoi on va donc choisir quelqu'un avec qui se mettre, mettons par exemple quelqu'un qui est, je sais pas, professeur d'université, il va chercher à être avec quelqu'un qui va dire quelque chose de sa personne, c'est-à-dire soit la jeune étudiante brillante, etc., qui a 20 ans. Je salue mes collègues enseignants. Non, ils ne sont pas tous comme ça. Mais parce que ce qu'il est en train d'essayer de montrer de lui-même, c'est qu'au-delà d'être une tronche, c'est aussi un homme qui peut plaire à des jeunes filles,
pleine de vie et que ce n'est pas un vieux croulant. D'accord. Hein, c'est quand même, le narcissisme, c'est quand même l'idée d'une image de soi qu'on donne aussi. C'est une image idéale de soi. Oui, mais dans ce cas, est-ce que justement cette relation amoureuse, il y a des fois une de ces proportions qui prend le dessus sur l'autre? Alors, parce que des fois, on met un peu en arrière son narcissisme, c'est-à-dire ce qu'on aimerait faire, être, etc. Et plutôt chercher quelqu'un qui va effectivement être d'un soutien, on va dire, affectif par rapport à nous, qui va être d'un soutien matériel, etc., qui va pouvoir supporter, je sais pas, nos amis qui viennent à la maison dîner alors qu'ils ne les apprécient pas forcément. Est-ce que justement, il y a une partie qui peut prendre le dessus sur le reste? Alors, parce qu'on entend souvent, excuse-moi, mais on entend souvent, non, je me suis mis avec quelqu'un parce que je l'aimais, ou je me suis mis avec quelqu'un parce qu'il me met à l'abri du besoin. Donc, tu vois un peu. Alors, tout à l'heure, ce que je vous ai donné, c'est l'image d'Épinal, freudienne. C'est le principe du couple et de l'amour quand on est normalement névrosé. Comme ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. Dans notre tête. Oui. Mais il peut arriver quand même que, voilà, les aléas de la vie aient fait que on est un peu bancal sur certaines choses et qu'on a besoin de dire, d'avoir. Tout à l'heure, je prenais l'image du professeur d'université qui se met avec une petite de 20 ans. Il y a bien quelque chose quand même d'un petit peu bancal dans cette affaire, aussi bien chez le monsieur que chez la dame. Oui, tout à fait. Il faut être deux pour être en couple. Donc voilà. Dans ce cas, dans ces perspectives-là, on va avoir des personnes qui vont, en fonction de ces aléas-là, choisir une personne qui viendrait ou qui viendra. En tout cas, il va avoir cette idée que cette personne viendra réparer quelque chose. Viendra, donc vous avez par exemple le couple dans lequel la femme joue la maman. Ou le couple dans lequel, là, l'exemple que j'ai donné, le monsieur a quand même une aura paternelle auprès de cette jeune fille. Oui, c'est ça. Surtout s'il a 70 ans et qu'il en a 20, d'emblée, tout à fait. Ça situe les choses sous cet angle-là. Et encore, on peut réfléchir encore plus loin dans ces questions-là. Parce que même ce monsieur de 70 ans, il a quelque chose aussi de maternant. Le maternant étant comment je vais être nourrie aussi. Et donc tu parlais de la question matérielle. La question matérielle, c'est une façon de nourrir l'autre de biens, de choses et d'autres dont il peut en avoir besoin ou pas. D'accord. Et alors la question affective rentre aussi en ligne de compte là-dedans, puisque c'est un besoin qui est comblé, qui est nourri ou pas. Et pour nourrir le besoin d'autrui, encore faut-il être au clair avec les siens. Oui. Donc tout à l'heure tu disais, est-ce qu'on peut vraiment se mettre un petit peu à l'écart et puis prendre à sa charge le besoin ou le désir d'autrui? Oui, mais dans une certaine limite. C'est-à-dire que il va de soi que quand on est un petit peu en cohérence avec ses propres besoins, il y a des choses qui vont être un peu compliquées à écraser. Je donne un autre exemple. Tout à l'heure tu parlais de inviter le copain qu'on n'aime pas. Oui, ou la copine, je sais pas, mais il y a toujours l'invité indésirable. L'invité indésirable. L'invité indésirable. Alors, l'invité indésirable, oui, on peut éventuellement tolérer sa présence parce que il a une relation particulière avec son mari et puis au fil du temps, on peut essayer de lui trouver des choses qui vont amender son comportement parce qu'on est bienveillant. Et puis il y a des moments où, quand il arrive et qu'il rentre dans votre chambre à coucher, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, d'emblée, il y a des limites à ne pas dépasser. La chambre à coucher en étant une. Mais là, il y a une amie qui partageait ça récemment avec moi, qui disait c'est le truc qu'elle ne supporte pas, c'est qu'on entre dans sa chambre à coucher. Donc, elle a bien raison, c'est le lieu de son intimité. Oui. Pourquoi autrui viendrait dans cette intimité-là qu'elle ne partage avec personne, ou qu'elle ne veut partager qu'avec une personne, son conjoint. Ce qui me paraît tout à fait adapté. Normal. Elle n'a pas de problème. En revanche, la personne qui veut rentrer dans sa chambre a un petit souci avec la question de la limite de l'autre et puis de ce dans quoi on ne va pas pouvoir rentrer. Et dans ce cas-là, c'est pas parce qu'on n'aime pas ou qu'on ne veut pas recevoir l'invité indésirable, mais on met des limites. On met des limites. Et on peut, quand on est au clair avec ses limites, on peut le dire très facilement en disant écoute, je t'aime bien, mais tu rentres pas là. Ou il n'est pas question
On peut le poser aussi comme un interdit. Il n'est pas question que je partage mon intimité avec qui que ce soit d'autre que toi, mon mari. En revanche, ta copine, ton copain, je les veux pas de ma chambre. Et ça, quand on est dans un couple où on a un minimum, chacun des deux, conscience que l'autre est un autre et a d'autres besoins, limites, etc., ça s'entend. Ça s'entend, ça se comprend. A priori, enfin, ça se comprend. Pas forcément, mais ça s'entend. D'accord. Le fait d'entendre ne veut pas dire qu'on comprend. Tout à fait. On entend que, bon, là, il y a quelque chose qui achoppe et on va respecter. Tout à fait. En disant, bon, ok, on va se limiter au salon, on va faire voilà, notre soirée à regarder le match de foot ou à rigoler ou à parler de politique, même si c'est désopilant de passer une soirée à parler de politique. Soit. Mais tant que voilà, on le tant fait. que ce n'est pas dans ma chambre. Voilà, mais on le fait par rapport à l'autre, à qui justement on veut montrer son soutien et qu'on reçoit cet ami-là. On reçoit cet ami-là. Donc, on n'aime pas tout le monde non plus. Donc, en revenant sur cette question centrale de la relation essentielle qu'on a avec la personne avec qui on est en couple, est-ce qu'aujourd'hui on va casser le mythe de Cendrillon? Alors, bien. Moi, je vais casser un petit peu deux mythes quand même. Le mythe de Cendrillon et le du prince charmant. Ah ouais. Ah, je suis désolée, mesdames, le prince charmant n'existe pas. Et Cendrillon non plus, monsieur, n'existe pas. Je crois qu'en 2017, c'est plus trop envisageable. Mais oui, mais Cendrillon, reprenons le mythe de Cendrillon. Cendrillon, c'est une jeune fille qui, malheureusement, a perdu ses parents, etc. Va à un bal et est repérée par le prince qui n'a Dieu que pour elle et un amour absolument sans limite pour cette demoiselle et qui va la chercher dans toute la ville pour lui offrir sa protection et ses biens. Super. Au détriment de ses sœurs méchantes qui n'étaient pas tout à fait disposées à partager avec elle son propre héritage. Sauf que on ne peut pas, en étant un petit peu raisonnable, on ne peut pas considérer que tous les hommes vont venir réparer ce qui ne s'est pas fait dans notre vie. Il faudrait encore prendre le temps soi-même et pour soi-même de les réparer avant d'aller les demander à autrui. Et ça nécessite un travail qui peut être plus ou moins long sur soi-même, sur ce qu'on est, sur ce qu'on a été, sur ce qui nous a traversé, sur comment on s'est constitué en tant que sujet, en tant que sujet désirant. C'est-à-dire, on peut avoir des désirs, mais en tant que sujet pour lequel on a entendu les besoins. Donc dans le cas de Cendrillon, c'est une jeune fille qui a été aimée à un moment donné, puis a perdu père et mère. Donc il y a bien un besoin affectif qui est insatisfait. Mais encore faut-il qu'elle se pose la question de quel besoin affectif est insatisfait. Si c'est un besoin père et mère, monsieur le mari ne peut pas être le père et la mère. Il est que le mari et il fait ce qu'il peut. Et ça, il faut pouvoir l'entendre. Mais il faut pouvoir l'entendre, enfin en tout cas on peut l'entendre qu'à partir du moment où on y a réfléchi. Si on n'y a pas réfléchi, on y croit. Messieurs les pro-chevaliers, pareil pour vous, vous n'êtes pas là pour sauver la veuve et l'orphelin, essayez d'être vous-même, mais vous-même dans l'acception la plus nue, on va dire, qui soit. C'est-à-dire qu'on attend. Alors, c'est vrai qu'on est dans une société un peu particulière qui demande aux hommes d'être dugger, d'être solide, de jamais montrer ses affects, mais prendre en compte ses affects et les traiter, c'est une force. C'est pas une faiblesse, justement. Parce que savoir qu'à un moment donné, telle chose me met en colère, c'est aussi être en mesure, à partir de cette expérience-là, d'anticiper le moment où on va se mettre en colère pour telle ou telle raison, et pouvoir le dire en disant, bah, écoute, moi, ça m'énerve. Donc, si tu pouvais éviter, ça m'arrangerait. On revient à la question de la communication. C'est pas juste une histoire de communication, c'est une histoire. Avant de communiquer avec autrui, il faut déjà communiquer avec soi-même, et savoir que ça précisément m'énerve. Mettons que, j'en sais rien, le bruit. Oui, alors, moi, le bruit m'exaspère. Mais alors, il m'exaspère. J'arrive dans un endroit bruyant. Je sais que de toute façon, je ferai toujours l'expérience de ce bruit. Plutôt que de m'énerver contre les gens qui font du bruit, je prévois, je prends des écouteurs. Oui. Et puis comme ça, tout le monde est content. Ceux qui veulent faire du bruit, ils font du bruit. Et moi, je suis dans ma bulle. Au lieu, en fait, c'est-à-dire la personne qui n'avait pas fait ce travail-là, effectivement, de s'entendre, de s'écouter, pardon, en tout cas, mais ne va pas prévoir ses écouteurs, elle va venir, va s'énerver sur des gens, alors que... Et il va passer une très mauvaise journée, et il va rater sa journée de boulot, sa journée de copinage, juste parce qu'elle aurait sur le motif qu'elle s'est mise en colère parce qu'il y a trop de bruit. Oui, on anticipe. On anticipe. Ok.
Voilà. De la même manière, on n'aime pas le front, on met un pull, quoi. On va pas dire, mais non, pourquoi il fait froid? Et puis les gens qui se plaignent, bah effectivement, mais un pull. Voilà. Ok. Et bon. puis, le voisin lui dira, mais quelle taille, pourquoi tu mets un pull? Bah, j'ai froid. C'est tout. C'est tout. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentant directement ou en envoyant en inbox à Yaelene vos messages si vous voulez pas vous afficher, n'est-ce pas? Mais ou sinon, si vous voulez juste donner des contributions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Alors, Réa, on a parlé de ça. Je ne sais pas si tu avais fini avec ce sujet-là du romantisme, du couple, de l'amour. On a parlé des mythes. On n'a pas parlé du romantisme. Le romantisme, c'est une construction. Hein. Ah, ok. Qui se fait à deux quand même. Hein. Écoute, je t'écoute. Alors, comment on construit la question du romantisme, une expérience romantique en couple? Une expérience romantique en couple, elle se construit justement à partir de la communication. Ce que tu disais tout à l'heure. Okay. De la même manière qu'on sait dire qu'on n'aime pas telle chose, on sait dire ce qu'on aime. Oui. Alors j'aime bien. J'ai l'impression que c'est plus facile de dire ce qu'on n'aime pas. Bah oui, puisqu'on est dans quelque chose d'une pulsion qui va du côté du rejet. Donc c'est plus facile d'extérioriser ou d'externaliser, de projeter. Ouais. Alors, dans certaines pathologies, on va la retrouver de façon plus massive, la projection, de projeter vers autrui ce qu'on n'aime pas. Puisque une fois qu'on l'a projeté, on l'a mis chez l'autre. Et on s'en est débarrassé. On s'est débarrassé. Alors que ça nécessite de... Ça nécessite de se regarder un minimum et de se dire, bah ouais, alors, je suis fleur bleue. Et moi, j'ai envie d'un petit dîner romantique au bord de mer. Bah, on le demande, là. Et on le demande. Et on peut aussi le mettre en œuvre et dire, bon, alors j'ai un mari qui est peut-être pas forcément très fan de ce genre de truc. Bon, c'est pas grave. Je vais tester d'abord dans la cour de notre maison. Hein, bon, l'immeuble, je pense qu'il ne faut pas déranger les voisins. Mais au moins de notre maison. On met une table, on n'y va pas avec toutes les fleurs et les machins. Hein. On commence d'abord par une table, des assiettes, des machins. On discute tranquillement. Ça passe à l'as, ils ne se rendent pas bien compte que c'est un truc très romantique, machin. La fois d'après, on rajoute un petit pot de fleurs, on dit « Ah, mais c'est pour agrémenter ». Et au fil du temps, vous allez lui apprendre à apprécier ces moments que vous passez à deux, etc. Et que, à un moment ou à un autre, vous aurez à en discuter et il vous dira « Mais oui, mais toi, tu mets à chaque fois ton chouraille, ton je sais pas quoi, tes pétales de rose et tes trucs, ça fait trop quoi. » Oui, mais bon, tu me connais bien, je suis fleur bleue et j'adore ça. Et en plus, on passe une super soirée. On a fait cette expérience-là. Apprendre à l'autre aussi ce qu'on aime et comment on l'aime. J'entendais l'autre jour quand tu as fait l'émission avec Abdoulaye Diop, docteur Abdoulaye Diop, il disait que même en ce qui concerne la sexualité, il faut pouvoir dire à l'autre ce qu'on apprécie, ce qu'on n'apprécie pas. Oui. Dans la vie de tous les jours aussi. Si on ne sait pas le dire dans la vie de tous les jours, alors à l'intimité, ça risque d'être encore plus compliqué. Donc il ne s'agit pas seulement d'être soi-même romantique pour que ça se répercute dans son couple. Non. Il faut effectivement amener l'autre. Oui, à regarder un petit peu le monde avec nos yeux à nous. Mais il faut l'y habituer et l'y amener doucement sans être dans un passage à l'acte ultra violent en disant viens, on va aller faire un dîner romantique. Le monsieur dit non. Et là, ouais, de toute façon, c'est toujours pareil, machin, etc. Non, c'est pas la même. Donc, mesdames, calmez-vous. Tout le monde n'est pas romantique. Vous avez aussi, à l'inverse, des femmes qui ne le sont pas. Hein, oui, bien sûr. Et qui vont vous dire non, c'est surfait, quoi. Non, mais arrête. Arrête, ça va. Mais peut-être que ces femmes-là, et ces hommes-là, non qu'ils n'aimeraient pas profiter de cette expérience-là, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas en profiter. Et amenez-les à ça. Ok. Je donne un exemple personnel. J'avais un très bon ami avec lequel on est allé nager. C'est quelqu'un qui, ne nageait pas forcément avec sa femme et ses enfants. Mais là, pour le coup, on nageait. Et puis, comme j'ai fait de la natation et de compétition, il me demandait de lui apprendre à faire le papillon. C'est une des nages les plus dures tout à fait. en natation. Et donc là, me voilà partie dans une explication scientifique de oui, alors tu mets ton bras, le machin. Et en fait, au moment où il est passé de la théorie à l'action, il s'est pris l'eau par le nez, le machin. On l'a perdu dans l'eau. Alors, moi, je suis partie d'un grand éclat de rire. Ouais. Mais alors, il était tout penaud en se disant, mais je suis descendue de mon piédestal pour ça. Mais en même temps, en me voyant rire, mais pas me moquer, mais rire, il a partagé le rire. Oui. Et puis au final, je lui ai dit, bon, tu recommences. Ah non, ça y est, inversé. Mais en même temps, voilà, on avait passé un moment
rigolo. Il a essayé. Il a essayé, il a expérimenté. Peut-être qu'il réessayera à un autre moment tout seul dans sa piscine, mais voilà, il n'empêche, il a essayé. Mais voilà, c'est ça, c'est l'emmener à. Et puis vous y allez avec ce qui vous passionne aussi. Enfin, c'est dans la façon d'expliquer, il ne faut pas réduire l'autre à de toute façon tu sais pas. Je le dis parce qu'on a tendance à ne pas s'en rendre compte. Moi la première. Des fois, je peux dire des choses qui sont d'une évidence pour moi qui ne le sont pas pour l'autre. Donc de revenir un petit peu sur le plancher des vaches et lui faire un petit peu de pédagogie en disant voilà, moi j'adore ça, machin, etc. Tu comprends, etc. Voilà. Et c'est aussi, on est aussi dans la négociation. C'est-à-dire que de cette façon-là, je me donne des arguments de négociation en disant tu vois bien que tu y arrives. Ou alors ça t'éclate. Finalement t'aimes bien. Non, finalement t'aimes bien, mais c'est de l'adhésion forcée là. Tu prends une carte de membre. C'est pas ce coïncident. Non, ok. Non, ça t'éclate. Restez sur le plan de l'affect en disant la pédagogie. C'est cool. La pédagogie. La pédagogie. Voilà. Et une dernière question sur cet aspect-là. Avant même d'être en couple, justement, parce que souvent les gens, il y a quelque chose en tout cas qui fait qu'on va vers une personne de manière, on va dire, spontanée ou totalement, comment on dit ça, en fait, quand on a des critères bien précis. Des fois c'est juste sentimental, voilà, il y a quelqu'un qui nous attire, ou des fois c'est parce qu'on se dit je vais vers ce mec là parce que ceci, cela. Alors, quelles sont les problématiques justement qui peuvent être engendrées par ce, voilà. Et si vous allez vers un monsieur parce que monsieur a un compte bancaire et une carte gold ou noire, vous y êtes allé pour une raison bien précise. Le jour où il n'a plus la carte gold et la carte noire, il ne vous intéresse plus. Et donc forcément, vivre sous une tente en bord de mer, c'était pas le trip. Donc forcément, ça amène du conflit. Ça amène du conflit et on se retrouve à reprocher à l'autre ce pourquoi on y était allé. C'est-à-dire, je suis allée avec toi parce que tu es friqué. Maintenant que tu n'es plus friqué, tu ne m'intéresses pas. Et du coup, le monsieur qui était en face et qui, dans sa grande naïveté, mais je doute fort que les hommes soient naïfs, et a vu venir gros comme une maison cette demoiselle ou cette dame qui n'en avait que après sa carte gold, comment dire, il réfléchira la prochaine fois. Si prochaine fois il y a. Ou alors, ça devient de plus en plus. Avant. Oui, mais c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire la réflexion. Ma vraie question, c'est ça. C'est la réflexion qu'il faut mener avant de se mettre en couple. Mais je suis bien d'accord. Mais la réflexion qu'il faut mener avant de se mettre en couple, je vais faire de la répétition, c'est pédagogique, mais elle ne peut exister qu'à partir du moment où on a pris le temps de réfléchir à ce qu'on est, ce qu'on a et comment on le fait et comment on se positionne. C'est aussi toute la différence entre la question de l'être et de l'avoir. Avoir une carte gold, ça ne veut pas dire être riche. Ça veut dire avoir monétairement une ligne sur son compte bancaire. Ça ne veut pas dire être riche. La richesse, elle peut se décliner sous des angles tellement différents. Vous pouvez aller voir l'artiste qui galère et il ait une richesse impressionnante parce qu'il a, je sais pas, des connaissances en musique, il peint, Alors effectivement, l'artiste qui galère, on ne va pas vous mettre dans un château. Tout à fait. Mais vous savez pourquoi vous y allez, pour la richesse qui n'est pas celle du château. Tout à fait. Mais lui aussi, ce qu'il a à offrir, et il faut qu'il assume aussi ce qu'il a à offrir, c'est cette richesse-là. Mais comment on mène cette réflexion-là sur soi, j'allais dire le moi? Comment on peut mener cette réflexion-là quand on sait qu'on est quand même dans une culture qui est assez inhibitrice sur ces questions de moi, de ce narcissisme? On existe dans nos sociétés, on existe par rapport aux autres. On n'est pas dans une société narcissique. Haïra, tu ne me diras pas qu'on est dans une société. Si, on est dans une société dont le narcissisme est en souffrance. Oui, en souffrance. En tout cas, au Sénégal, on est... alors, j'aime pas les généralités. Je vais répondre à la première question. Pour arriver à une telle réflexion, c'est une démarche qui est personnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à papa, maman, est-ce que j'ai le droit d'aller réfléchir sur moi-même? Non, tout à fait. Deuxièmement, alors j'avais dit tout à l'heure que je voulais exclure deux champs, c'était l'interculturel et la religion, mais vous reprenez les religions musulmanes et chrétiennes qui sont les plus répandues au Sénégal. Je pense que même juive, vous la retrouverez dedans. On vous demande de réfléchir. En tout cas, de ce que je sais de la religion musulmane, on vous demande de réfléchir à vous-même.
à ce que vous êtes, à votre relation à la foi, etc. Machin. Mais c'est la même chose qu'on C'est dit la dans la même psychanalyse. Ok. De réfléchir à ce qu'on est dans sa relation avec les autres. Donc ça, c'est 2. Et on ne peut pas vous le reprocher, ça. Ce serait quand même étonnant que des parents qui se réclament d'une religion particulière vous disent ah bah non, tu réfléchis pas. Ça, c'est pas possible. Troisièmement, on est dans une culture, enfin dans des cultures qui nous permettent de réfléchir. Vous pouvez toujours aller voir la grand-mère ou l'arrière-oncle, tante, machin, etc., sous son fromager et lui dire mais tata, ou mamie ou machin, c'était comment avant, qu'est-ce qu'on faisait, comment on gérait ce problème-là, etc. Ce qui n'empêche pas, enfin, elle va vous donner une réponse. C'est une réponse qu'elle a tirée de son expérience personnelle, de ce qu'on lui a enseigné, etc. Mais il n'empêche que vous pouvez utiliser cette expérience, l'agréger à la vôtre et en tirer une réflexion qui puisse vous aider. Ok. Et ça, culturellement, je vois pas où est l'écueil. Ok. En revanche, si on a envie d'être dans la complaisance, dans la connivence, dans oh bah oui mais alors tu comprends, moi dans ma famille on connaît pas trop ces trucs là. Oui, on est dans la connivence, c'est-à-dire qu'on adhère au symptôme familial qui est de ne pas penser. Mais oui. Bon, donc on n'est pas dans une société. Si, on est dans une... en fait, ce que toi tu as conservé du narcissisme, c'est l'autoréflexivité. Mais la question du narcissisme, c'est moi, mon image, etc. Ok. Ce que je dégage de moi. Mais on est dans une société de l'image, du paraître. Ouais. Et vous allez au baptême du petit cousin, de l'oncle, de la tante, du machin. Elles sont toutes fardées, maquillées, pomponnées avec leur grand foulard, etc. Et elles sont capables de filer 100 ou 150 000 francs au griot parce que c'est... Il faut qu'on puisse dire que voilà, oui, telle personne est venue, oui, etc. Mais vous pouvez tout à fait aller au même baptême, machin, etc. Tranquille. Hein. Enfin, le griot, il a envie de parler. Moi, je parle. J'ai 5 000 francs, bah, je te donne 5 000 francs. Et puis voilà. On a une question donc, qui est posée, je pense que c'est par rapport à ce qu'on venait juste d'aborder sur comment on construit le romantisme. Alors la question c'est est-ce qu'on perd pas la spontanéité quand on dit par exemple on instaure une fois par mois un rituel, genre on va au resto. Est-ce que le fait de le planifier, de l'organiser, de rentrer dans cette pédagogie, est-ce que ça ne fait pas perdre de la spontanéité? Parce que quelque part le romantisme aussi, on parle beaucoup de spontanéité dans le romantisme parce que voilà, on a vu une fleur qui est jolie, bah, on l'accueille et puis on la met dans les cheveux de sa chérie, tu vois, un peu ça qu'on a, en tout cas nous, de l'image. Alors, la question de le fait de prévoir, d'anticiper, ça ne veut pas dire faire un programme à l'année. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, on ne prend pas une carte de membre, mais on dit alors une fois par mois on se fait un resto, une fois par mois on se fait un spa. Non, parce que il va de soi que le jour où on avait prévu de faire le spa, on a peut-être autre chose, on n'a peut-être pas envie, on a peut-être envie d'une soirée cocooning, il faut être un petit peu flexible aussi. Et il faut savoir que bon, bah, la soirée romantique au bord de mer, bon, peut-être qu'elle peut être remise à un autre moment. Et l'argument de on est en plein mois de on est en mars-avril, il fait un peu froid quoi. Voilà. Donc c'est pas possible d'aller faire cette soirée là au mois de mars, mais on peut aller faire autre chose. Ça fait partie aussi des décalages et de la souplesse aussi dont on peut faire preuve ou pas. Quand on est dans quelque chose de normé, de très rigide, ça devient à la limite défensif, voire ce sont des mouvements d'emprise. C'est-à-dire, on a dit que le 25 on va au resto, donc le 25 on va au resto. Même si l'autre n'a plus envie, entre-temps qu'il a changé d'avis. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sur la question de savoir que l'autre est un autre et qu'il n'a pas les mêmes besoins et les mêmes désirs que moi au moment où je les ai. Où je les ai, tout à fait. Je donne un exemple beaucoup plus intime. Un soir, monsieur veut, madame ne veut pas. Mais c'est pas qu'elle ne veut pas de façon générale, ni qu'elle ne va pas faire son devoir d'épouse, ni que... Mais on est moins disposé. C'est ça. Et que, bon, bah, on peut faire autre chose. Mais en fait, moi je remarque ça souvent, c'est un peu des pratiques de couples modernes qui sont très pris dans leur vie professionnelle, etc. Pour ne pas un peu s'oublier, oublier leur couple, elles se mettent comme des rendez-vous en fait, de la même manière qu'on met un rendez-vous professionnel. Non, en fait, parce qu'on est pris dans ce tourbillon-là, on court, on est quand même dans une frénésie.
assez, comment dire, importante. On a beau Voilà. être dans une Et scène. souvent, en fait, c'est un commentaire qui revient beaucoup. Du style, on ne fait pas assez de choses ensemble. Et souvent, pour se protéger de ça, s'oblige justement à se donner des rendez-vous pour aller dîner ensemble, pour aller regarder un film au ciné, des choses comme ça. Peut-être que j'ai la faiblesse de croire que tout le monde n'est pas complètement le nez dans le guidon et que de temps en temps, même au bureau, en étant en plein de, je sais pas, réunion, on peut s'amuser à flirter avec son mari, non par exemple. Oui, mais c'est-à-dire que, en fait, comment dire, le quotidien nous ramène toujours à la réalité. Le quotidien, c'est les enfants qu'il faut gérer et que, je sais pas, un ami me disait qu'à chaque fois qu'il prévoit d'aller faire une escapade en amoureux, il regarde leurs enfants avec beaucoup de culpabilité, il se dit, ah ben non, on les amène avec nous, etc. Tu vois. Et quelque part, c'est une façon aussi de se protéger de tout ça, de dire que non, on avait prévu un moment pour nous, donc voilà. Non. Alors, il ne faut pas se sentir coupable d'aller Il faut pas faire une escapade en amoureux Non, et non, mais laisser les enfants à papy, mamie, on ils seront divague très un contents. peu, c'est la spontanéité la question. Oui, mais on y est dans la Oui. question de la spontanéité. Justement, elle est là, la question de la spontanéité. La question de la spontanéité, effectivement, elle peut être freinée par la culpabilité, Mhm. hein, de laisser ses enfants, pendant que nous, on éprouve un certain plaisir, mais on a éprouvé du plaisir à les faire, nous. Mhm. Donc on peut continuer. Mhm. Ils s'en porteront pas plus mal, et au contraire, je pense qu'avoir des parents qui sont épanouis les rendra beaucoup plus heureux et leur fera aussi comprendre que papa, maman vous aiment très fort, mais ils ont aussi une vie de couple de laquelle vous êtes exclus. Oui, moi j'ai tendance à croire de toute façon qu'il faut être en phase avec soi-même pour être disponible pour les autres. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et moi, en tout cas, de mon entourage, c'est pas la majorité. En termes de comportement, d'attitude, etc. C'est pas la majorité. Et donc voilà. Mais peut-être que tu as pris le temps de réfléchir à ces choses-là et à te libérer un petit peu d'une culpabilité de la mère toujours bonne. Une mère, elle n'est pas toujours bonne. Alors là, pour le coup, chez Yaï, alors là, on le dit, hein, la Yaï parfaite, c'est une mytho. Hein. Oui. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Ça, nous, en Non, tout cas, moi... fait, la mère parfaite, c'est la mère qui est imparfaite et qui l'assume. Oui. Elle est parfaite. Elle. Oui, parfaite dans son imperfection, c'est ça, voilà. Mais c'est une mère parfaite. C'est ça. Et il faut peut-être le souligner. Tout à l'heure, donc, on va juste faire un petit retour sur la question de la spontanéité, mais on va revenir à ces questions autour des enfants, puisqu'on en avait un petit peu discuté. Mhm. Mais la question de la spontanéité, c'est pas simplement de dire on a fixé un truc et on le fait, c'est spontanément, on est en plein milieu d'une réunion. Alors, le PowerPoint qu'on nous présente est d'une soporifique. Surtout quand c'est un bilan financier On ne donnera pas de nom. Qu'on n'a pas compris. Et de prendre son téléphone et d'envoyer un petit message sympa, c'est spontané. C'est spontané. Ça reste spontané. Et c'est une façon de dire à l'autre que même dans ma course et dans mes bilans financiers et machin, je ne t'oublie pas. De la même manière que, ça va être un truc un peu violent au Sénégal, mais monsieur rentre avant madame, qu'est-ce qui l'empêche de, je sais pas, commander une pizza s'il ne fait pas la cuisine, de préparer un bain s'ils ont le bain, s'ils ont la baignoire. C'est spontané. C'est une façon aussi de dire à l'autre, je sais que tu peux rentrer fatigué, je prends soin de toi. C'est spontané. Ou de s'occuper des enfants. Ou de s'occuper des enfants. Mais alors, s'occuper des enfants, oui et non. C'est-à-dire, ça dépend ce qu'on met dans s'occuper des enfants. Est-ce que s'occuper des enfants, c'est leur faire prendre le bain, leur donner à manger, etc. Ou est-ce que on considérera aussi qu'il s'est occupé des enfants quand il s'est assis dans le canapé avec les gosses en train de regarder un dessin animé totalement ridicule et que les gamins ne sont pas ni douchés ni habillés. Non, moi je parle vraiment de s'occuper, c'est-à-dire dans le sens où quand l'autre arrive, il se dit « Ah mais c'est bien, je suis bien. » Ouais, mais, mais pendant le temps... suis déchargée de ça ou de ça ou de ça. Oui, mais ce qu'il faut entendre dans ce que je viens de dire, c'est qu'il vous a déchargé déjà de quelque chose. Il a pris le temps d'être avec ses enfants, de partager un temps avec ses enfants. Mais ça, il le fait pour lui, il ne le fait pas pour moi. Quand il passe un moment... Je veux dire... si par exemple, parce que dans un couple, on va dire, il y a une répartition des tâches, indépendamment de notre culture, etc. Si ça fonctionne bien, il y a une répartition des tâches. Moi, si d'habitude je descends plus tôt,
et qu'il y a certaines tâches à ce moment-là qui sont à faire, c'est moi qui les fais. Et toi, quand tu rentreras, les tâches qui sont là, tu verras, machin, mais etc. oui, mais tu vois que tu te mets une barrière d'emblée. C'est-à-dire, il y a des tâches à faire, il faut les faire. Oui, c'est pas grave si un soir, les gamins sont pas lavés. Hein. C'est pas grave. Après la journée d'école... C'est pas grave. Oh là là. Bah oui, bah tu vois, voilà, oui, il va falloir relâcher un peu la pression. Mais après une journée d'école, même s'ils se sont roulés dans le salon, mais c'est pas grave. Ils ont passé un moment avec leur papa, tranquille, à regarder un truc, ou à, je sais pas, à jouer au Lego, à ce que tu veux. Bon, c'est l'heure de manger, on passe à table. Il est 21h, c'est l'heure de se coucher. Bah, ils vont se coucher, quoi. Le lendemain, on les nettoiera. Ils n'auront pas une mycose parce qu'ils ne se sont pas douchés un soir. C'est pas grave. Il y en a qui écarquillent les yeux. Mais oui, écarquillez les yeux tant que vous voudrez. Vous êtes rentré dans une espèce de ritualisation obligatoire qui vous enferme vous-même. Tout à l'heure, je disais, je l'ai dit, hein, quand on met une date à chaque rendez-vous ou machin, on s'enferme. C'est des mouvements d'emprise et c'est très défensif. Vous vous défendez de quoi? D'être une mauvaise mère parce qu'il n'a pas pris son bain un soir? Non, non, en fait, c'est juste une question, on va dire, d'organisation. C'est-à-dire que, moi, je ne sais pas, les repères, ça sert à quelque chose. Mais c'est pas parce qu'un soir, je ne suis pas en train de dire qu'un soir sur deux, il ne se douche pas. Oui, d'accord. Un soir dans la semaine, il n'a pas pris sa douche, mais c'est pas grave. D'accord. Il a passé 2 heures avec son papa devant. Non, 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 mais tout à fait. Tout à fait. Non, non, moi je parle du quotidien. Mais c'est du quotidien, ça. Le ponctuel, on va dire, ok, ponctuellement, qui ne s'est pas lavé, c'est pas là. Souvent, on en rigole en disant, allez, mais c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Bon, mais, voilà. mais vous êtes en train de vous mettre un carcan sur le quotidien en disant que tous les jours doivent être égaux par ailleurs. À chaque fois qu'on rentre à 17h, il doit prendre le goûter, il doit prendre sa douche, il doit prendre... C'est chiant. C'est vrai. C'est lourd. C'est pénible. On s'en sort pas. Ouais. Alors que, oui, bah, chaque jour est un autre jour et puis bon, demain on fera autrement. Oui, il n'a pas pris son goûter. On va avancer le repas. Oui, il n'a pas pris sa douche. Il prendra sa douche le matin ou le lendemain. Surtout que les petits, ils ne chiennent pas plus que ça. Donc, pas grave. Les plus grands, c'est plus gênant. Quand ça commence à être un peu plus grand. Voilà, ok. Bon, mais là, en général, ils se gèrent. Ils se gèrent. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce que justement, vous aurez rendu un peu plus flexible vos soirées et même l'organisation de votre journée, que vous serez autorisé. Et c'est peut-être ça aussi qu'on ne dit pas assez, mais autorisé à être imparfaite, à ne pas suivre l'organisation de d'habitude, à subitement dire que bah non. D'habitude, les gamins, ils vont prendre leur goûter, la douche, etc., avec la nounou éventuellement. Bah, c'est ce jour-là que je choisis de prendre ma voiture après le boulot, d'aller devant l'immeuble du bureau de mon mari et de lui dire tu montes, on va faire un tour. C'est de la spontanéité. C'est de la spontanéité. Et en plus, on n'est pas dans l'organisation lourdaine du quotidien. Ok. Et vous voyez, vous enfermez toute seule aussi dans ce genre dans des fonctionnements. J'ai compris. Voilà. J'ai compris. Donc, il y a un peu plus de souplesse. C'est ce que j'ai retenu. Donc, on va peut-être aller sur une autre thématique un peu différente, mais toujours en parlant de nous en tant que femmes au sein de notre couple. Et là, on va aborder la question des ambitions professionnelles. Voilà. Ça, c'est une question très... voilà. Et donc, concernant ces ambitions professionnelles, là, comment on les place au sein de son couple? Alors, déjà, avant de les placer au sein de son couple, on les place au sein de sa vie. Oui. À soi. Oui, c'est vrai que c'est moi. C'est moi d'abord. Avant même de rencontrer mon mari, j'étais dans mes ambitions. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de raison que je sacrifie la totalité de mes ambitions sous le prétexte que je me marie. À moins que ces ambitions-là cachent un fort désir d'être une bonne femme au foyer et une fille du logis. Bon. Oui, cette ambition peut être aussi d'être la parfaite femme au foyer, etc. Mais à ce compte-là, d'emblée, on est au clair avec soi-même. Et être une femme au foyer, moi, ça m'éclate. Oui. Et bien, je suis une femme au foyer. Et je trouve quelqu'un avec qui, que ça ne dérangera pas. Parce qu'être une femme au foyer aussi, ça implique de la part du mari de s'occuper des charges financières du truc, parce qu'il faut être un peu dans la réalité. Il faut équilibrer, tout à fait. Vivre en couple et dans une maison, il y a des factures à payer et il va falloir trouver quelqu'un pour les payer. Bon, première chose. Mais moi, ce vers quoi j'allais, c'est
une jeune femme qui prend la peine d'aller à l'école, qui fait un nombre incalculable d'études, qui finit avec des gros diplômes, qui rentre dans une super entreprise, qui bosse comme une tarée pour être un petit peu, qui bosse comme une tarée pour être vue au même titre que ses collègues hommes, et encore, c'est pas garanti, qui atteint un certain nombre de fonctions, c'est son ambition. Et ça, le jour où elle rencontre quelqu'un avec lequel elle veut se mettre en couple, il faut qu'il puisse aussi entendre qu'elle a un plan de carrière, qu'elle est bien jolie, bien gentille, qu'effectivement, alors je vais le dire de façon très triviale, elle a un petit virus, elle peut faire des gosses, mais elle a un cerveau. Aussi. Voilà, et c'est un pack, on prend tout. Ouais. Voilà, on ne peut pas découper une personne en petits morceaux et dire « Ah non, moi je veux pas ce morceau, je me suis... » Voilà, ça c'est chez le boucher qu'on le fait. donc voilà, cette question-là, il faut qu'elle soit très claire pour soi-même. C'est-à-dire que je fais le choix de faire des études et d'avoir un boulot et de prendre des responsabilités et d'avoir des fonctions, mais je n'ai pas à me sentir coupable de mon ambition. Et le fait d'avoir réfléchi à cette question-là, d'être très au clair avec cette question des ambitions, fait que déjà d'emblée, on ira peut-être pas forcément vers le gars qui va nous dire ouais non mais une bonne femme, elle doit mettre son turail et machin. De la même manière que celle qui a choisi d'être une femme au foyer, on va pas lui dire oui mais t'aurais pu faire la compta. Oui, ou tu fous rien tes journées ou des choses. Ou tu fous rien. Ah ouais, oui, là, c'est le truc qui rend folle ces femmes parce qu'elles bossent toute la journée. Elles bossent toute la journée. Ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, moi j'ai la faiblesse de croire qu'au Sénégal, toutes les femmes sont des grandes entrepreneuses. De la dame qui est en train de faire ses cacahuètes au coin de la rue à la big boss, je ne sais pas quelle entreprise. Elles sont toutes dans un entrepreneuriat, dans une gestion de projet. Elles ont géré leur entreprise. En même temps qu'elles gèrent leur entreprise, elles gèrent leurs gosses, elles gèrent leur famille. Elles ont le droit de décider pour elles-mêmes. En disant, et oui, mon travail, il me prend de, je sais pas 14h à 21h. Bah ouais, mais tu vas respecter le fait que je rentrerai, il sera 22h, et que parce que je rentre à 22h, il y a des choses que je ne ferai pas. Ok. Bah oui. On ne peut pas... Enfin, je donne un exemple typique. Moi, c'est une dame que je vois tous les matins quand je dépose ma fille au bus. Cette dame, elle a son bébé sur le dos et elle fait ses beignets le matin à 6h. Donc j'imagine que pour être à cet endroit-là à 6h, elle a dû bien se réveiller vers 4h30. Ah oui, hein, tout à fait. On ne peut pas raisonnablement lui dire ah ouais non mais pourquoi tu sors à 4h30 du matin. Non mais on va attendre d'elle qu'à l'heure du déjeuner que le tchèp soit prêt et bon et à l'heure du manger. Mais elle a le droit de dire en retour non, je ne peux pas. Tu ne peux pas avoir accepté que je me lève à 4h30 du matin, que tu saches que toute la journée je suis en train de faire mes beignets sur le bord de la route pour nous amener 3 sous pour pouvoir vivre et me demander dans le même temps d'être bobonne à la maison. Je ne suis pas capable de me scinder en plusieurs. Non mais c'est ça la question, c'est qu'à un moment donné, il faut que ces femmes-là puissent l'exprimer, que l'autre puisse l'entendre. Et c'est ça la complexité de la chose, parce que... voilà. Mais tu pars toujours de l'idée que l'autre va entendre. Mais fais-toi entendre toi-même déjà. Entends-toi toi-même. Oui, non mais on peut être en phase avec ça. Et peut-être que quelque part, après, c'est ça qui cause les séparations ou des choses comme ça. Une fois qu'on est en phase et qu'on le dit, l'autre ne l'entend pas ou ne comprend pas, etc. Et là, effectivement, il y a un blocage, il y a un problème. Il y a un problème. Tout à l'heure, tu convenais avec moi qu'il Parce faut que souvent, réfléchir avant de se marier. Oui, mais souvent j'entends par exemple, tu parles d'entrepreneuriat à tous les niveaux, que ce soit la vendeuse de cacahuètes, que la CEO, etc. Il y en a beaucoup qui disent que moi, oui, attends, je suis, on va dire, tu vois, aussi bonne au boulot qu'à la maison, quoi, tu vois. À un moment donné, moi je me dis comment elles font. Elles font un burn-out. Bah oui, c'est ça. Comment elles font? Mais elles ne font pas, elles sont prises dans des enjeux. C'est une façade ou je sais pas. Elles sont prises dans des enjeux et ces femmes-là souffrent énormément. Ce dont je suis en train de parler, c'est être bien dans ses baskets, tranquille, et ne pas souffrir des choix qu'on a fait. Mais pour ça, ce que je te dis, il faut y avoir réfléchi et il faut pas... Enfin, il faut... là, je mets un petit peu de sur moi, mais quand on y a réfléchi, il y a un certain nombre de choses avec lesquelles on sera pas d'accord d'emblée.
c'est une conversation que j'ai eue hier avec mon père en préparant l'émission, parce que c'est mon premier Ah oui? spectateur. Ah ouais. Je lui ai posé Donc, des papa, questions. si tu nous regardes. Ouais. Non, ça risque pas. Bon, si tu Non, nous non, regardes mais plus tard. ce qu'on disait de façon tout à fait pertinente, enfin, je trouvais qu'il avait un point de vue tout à fait pertinent. Il disait, mais aujourd'hui, ce que certains parents ou certains membres d'une famille n'entendent pas, ce qu'une femme puisse dire, c'est qu'elle a besoin de son autonomie, son indépendance, etc. Mais il faudrait que les gens puissent, enfin les gens autour, qui ont soutenu, parce qu'ils ont soutenu ces processus d'autonomisation-là, parce que ne serait-ce que les parents, ils ont mis les enfants à l'école, ils les ont poussés à faire des études, voire ils les ont menacés s'ils n'avaient pas de bonnes notes. Ah ouais. Alors elles ont toujours eu des bonnes notes et elles sont passées, elles ont eu le bac avec mention s'il vous plaît, elles ont fait bac plus 25. Bah, bac plus 25 c'est nécessairement plus que maman qui peut-être a juste le bac. Donc les 25 là, leur donnent une liberté que maman n'avait peut-être pas et ne peut peut-être même pas s'apercevoir qu'elle a parce que sa réflexion ne va pas jusque là. Oui. Voilà, donc je disais aussi, il faut être pédagogique, c'est-à-dire que ma réflexion va aller loin, et ben c'est à moi de dire, ah oui, mais moi je pense ça, j'anticipe sur ça, je le vois comme ça, je l'organise comme ça, et j'ai fait déjà la preuve que je pouvais m'en sortir en prenant cette option. Qui m'aime me suivre. Alors c'est facile de le dire, hein. Qui m'aime me suivre. Des fois on se retrouve un peu tout seul, relégué. On se retrouve, il n'y a plus personne. On se retrouve relégué. Mais bon, ça n'empêche pas de faire quelques compromis. Mais être dans la connivence et dans le comment dire, et dans le, c'est même plus du compromis là, c'est céder sur des cadres qui sont pas les siens amène forcément pour soi-même déjà des souffrances qui peuvent finir sur des pathologies. Je parlais du burn-out, c'est pour le boulot, mais on peut être dans une conjugopathie. La conjugopathie étant au couple ce que le burn-out est au travail. On ne supporte plus d'être en couple. Non seulement on ne supporte plus d'être en couple, mais ça amène aussi des situations de violence conjugale, verbale, physique, psychologique, etc. Ça amène aussi des situations de conflit permanent, sans forcément être dans le passage à l'acte violent. Et ça amène aussi à un certain désintérêt. C'est-à-dire que cette situation qui ne cadre pas avec ce que j'avais pu envisager devient lourde à porter, et pour m'en échapper, je vais aller faire autre chose. C'est là où on voit par exemple certaines femmes ou certains hommes aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs parce que alors je ne justifie pas. Je ne justifie pas l'infidélité. On explique les processus. Mais simplement, je vais voir ailleurs. Ça peut être aller voir ailleurs une personne, ça peut être avoir un amant, une amante, mais ça peut aussi, se manifester par le fait d'avoir une activité qu'on n'aurait jamais imaginé avoir, genre aller à la salsa tous les jeudis soirs, quoi. Voilà, parce que j'ai besoin d'aller prendre l'air et que moi, la vie de couple, ça commence à me bouffer, quoi. Donc là, ce sont des signes qui indiquent bien qu'il y a un malaise quelque part, et il y a un malaise surtout parce que soi-même on n'est plus en phase avec ce qu'on est, ce qu'on a constitué comme arrière-fond avant de se mettre en couple. Qui n'est plus en phase d'ailleurs avec le mec qu'on a en face, ou la nana qu'on a en face. Oui. Et dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant que le couple puisse s'en parler, puisse communiquer. Mais des fois, même avec la communication, on se rend bien compte qu'en fait, on avait vu un certain nombre de choses auxquelles on n'a pas prêté plus d'attention que ça, et sur lesquelles on est passé en disant oui, mais c'est pas grave, ça changera. Des fois, ça change pas, et c'est ce qui revient se mettre au centre du couple et briser le couple. Voilà, ce que je pouvais dire sur ces... Et donc, souvent, justement, on voit à des moments charnières de notre vie, ou des fois, on parle souvent de la trentaine, des 35 ans ou des 40 ans, où il y a, effectivement, on se dit, la femme, elle change, en fait. Elle change, elle commence à faire autre chose, elle était peut-être salariée dans une banque classique, normale, elle va se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, justement ces changements-là, parce que peut-être on prend conscience d'un certain nombre de besoins qui étaient refoulés, comment justement aussi on arrive à se remettre
en phase avec l'autre parce qu'il faut que cette personne-là, comme tu parlais de soutien, nous soutienne dans ça. On a besoin d'être soutenu. Oui, mais il faut aussi pouvoir entendre que l'autre, il avait rencontré une femme qui n'avait pas l'intention d'être entrepreneuse. Oui, hein? Il s'est marié avec une salariée d'une marié banque qui avec commence une à salariée, 7h30, voilà. finit à 16h30. Peut-être qu'il est plus d'accord avec les avenants au contrat. Oui, il faut faire l'avenant. Ouais, il faut faire c'est l'avenant. ça. Il faut Ça. prévenir, il faut amener aussi l'autre. Tout à l'heure, je parlais du resto, pas du resto, qu'est-ce que j'avais dit le dîner romantique au bord de la mer. Mais c'est un projet. Oui. Et il faut intégrer l'autre à son projet. Vous n'intégrez pas l'autre à son projet, comment voulez-vous qu'il vous soutienne c'est pas, je commence du jour au lendemain en lui disant oui, non, mais ça y est, j'ai démissionné. On commence pas par là. Tu sais, voilà, peut-être que la situation ne convient pas trop. Je me disais que, qu'est-ce que tu en penses Déjà, c'est l'intégrer. Qu'est-ce que tu en penses On est dans une certaine perspective. On est dans un certain projet. On intègre la personne progressivement à son projet. Et bon, on va peut-être pas lui raconter tous les détails du financement de son projet, si ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas, oui. Mais en même temps, en lui disant, tiens, tu vois, aujourd'hui, je suis allée voir tel ou tel financeur. Finalement, peut-être que mon financement, je ne l'aurais pas, ou je l'aurais. Tiens, aujourd'hui, j'ai rencontré un avocat. Mais la personne, elle est dans cette démarche aussi. Elle sait que sa femme est en train de bouger. Mais peut-être que des fois, ça produit des effets tout à fait intéressants. C'est-à-dire que l'autre se dit, tiens, elle bouge, et moi aussi, il faudrait que je fasse un petit peu le ménage là dans mes vieux trucs. Ça apporte aussi un peu de ça donne un coup de fouet, et puis ça donne aussi bien à l'homme qu'à la femme un nouveau regard sur cet homme ou cette femme avec lequel on a vécu déjà une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, avec lequel on a des enfants qui sont en train de se barrer, et de se dire chouette, je retrouve ma femme. Oui, c'est vrai. C'est aussi ça. Le changement. Ce n'est pas qu'une histoire négative. Il n'y a pas du non, il y a beaucoup de... On peut évoluer en changeant, en bougeant les choses. Et en revenant sur vraiment la carrière professionnelle, mais en le replaçant dans un contexte professionnel. Tu sais que l'actualité cette année, du 8 mars, c'était le 50-50. C'est-à-dire avoir cette parité, on va dire, au niveau professionnel. Moi, personnellement, je suis pas convaincue, je préfère qu'on parte d'une approche des compétences. Après, à compétences égales, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de discrimination. Mais en revenant sur la question, par exemple, de tout ce qui est traitement, salaire, etc., comment, en tant que femme, on peut justement amener un plaidoyer dans son entreprise pour justement revendiquer des choses, parce qu'on sait que c'est pas normal. Je veux dire, on peut travailler avec un collègue avec qui on a les mêmes responsabilités, mais on sait pertinemment qu'on fait 10 fois plus que lui, etc. On est payé 30% moins. Ça, c'est une frustration qu'on subit et que voilà, ce genre de situation, comment on peut justement y faire face? Alors, je ne sais pas si la phallocratie va s'arrêter un jour. On peut qu'espérer qu'un jour ils entendent. On peut espérer, mais moi en même temps, oui, on peut être acteur de ce changement-là. Je pense que je vais le prendre sous un autre angle. C'est-à-dire que oui, effectivement, à responsabilité égale, on a un salaire 30% moins élevé. Sauf que à responsabilité égale, on s'est aperçu qu'on avait un salaire 30% moins élevé. Que faire? Soit continuer à avoir 30% moins et dire je vais continuer à être bobonne au travail, ou alors dire non, je suis pas d'accord. À ce compte-là, je demande soit une augmentation, et si c'est pas possible, je passe à autre chose. Mais moi aussi, je peux être le chef de ma propre entreprise qui est moi-même. C'est-à-dire, ça me convient pas de bosser, je sais pas, 80 heures par mois et puis de gagner des clopinettes, alors que le gars, il bosse la même chose et il gagne clopinettes plus 30. Je pars ailleurs chercher les clopinettes. Mais c'est peut-être pour ça qu'on constate justement ce bouillonnement de l'entrepreneuriat féminin, les femmes qui entreprennent de plus en plus, parce qu'elles se rendent compte que je peux être ma propre patronne, quoi. Mais en fait, les femmes ont toujours entrepris. Alors, mais c'est quelque chose, oui. Peut-être que pour mais moi, actuellement, la position, elle est un peu différente de la tienne. J'ai loupé une partie du développement de la société sénégalaise. Et j'ai en tête
qu'il y a toujours eu des Oui. femmes qui entreprennent. Non, non, moi je parle effectivement de cette classe moyenne, de cette société citadine, etc. Parce qu'effectivement, donc, dès qu'on sort de cette classe-là, on a les vendeuses de poissons au marché, on a les vendeuses de salades, les vendeuses de légumes, qui ont toujours été des entreprises, et d'ailleurs qui ont toujours été comment dire, qui géraient la situation, enfin, les revenus dans la maison. Souvent, des fois même, le mari était au chômage pendant des années. Moi, c'est ce que je suis en train d'essayer de te dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que parce qu'on est dans cette classe moyenne, on vient de découvrir qu'on est capable d'entreprendre. Mais enfin, ça fait des siècles qu'on entreprend. Oui, mais justement, dans cette classe moyenne, l'entrepreneuriat commence justement à prendre son essor. Oui, mais parce que peut-être que dans cette classe moyenne-là, elles ont enfin compris qu'elles pouvaient se débrouiller. Et que la vendeuse de poison, elle l'avait compris bien avant elle. Tout à fait. Donc voilà, tout à fait. Je te donne un exemple. C'est aussi autour des figures d'identification que tu peux construire une certaine idée de toi-même et une certaine idée de ce que tu peux faire pour toi-même. Moi, j'ai une super figure d'identification que j'adore et je la sors un peu à tous les ateliers. C'est Ndate Yalla. Oui. Ndate Yalla, c'est une des dernières reines du Waalo. Bon, c'est toujours papa. Là. Merci papa. Mais Ndate Yalla, c'est une nana qui s'est plantée devant Faidherbe et qui lui a dit, moi tu passeras pas. Elle lui a fait tous les coups possibles et imaginables, aussi pendables qu'il soit, à un mec qui n'a connu de sa vie que la phallocratie, en se disant, mais c'est quoi cette nana qui vient me dire que je passerai pas? Mais tant qu'elle était vivante, il n'est pas passé. C'est à partir du moment où elle est morte qu'il a essayé de trouver d'autres solutions politiques ou pas, notamment en enlevant son fils, pour pouvoir imposer sa puissance coloniale. Mais cette femme Ndate Yalla, c'est l'archétype de la femme puissante, entrepreneuse. C'est une reine. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'identifier à la pauvre nana qu'on m'a servie pendant des années. C'est à moi aussi de faire cette démarche-là. Oui, et de créer comment dire, nos figures. Nos figures. De choisir nos figures. Mais Ndate Yalla, elle n'a jamais été à l'école. En tout cas à l'école française. Oui, oui. Elle n'a pas de diplôme. Enfin, ce que j'en sais. Pour autant, je me suis identifiée à cette femme-là. Je suis allée à l'école. J'ai eu un certain nombre de diplômes. Aujourd'hui, je pense que personne ne peut se mettre devant moi et me dire je veux bien t'employer, mais à 30% de moins que le voisin. Pourquoi t'as fumé. Non. Donc voilà. Donc, non. Mais savoir dire non. Savoir dire non. Mais et je trouve qu'aujourd'hui, les femmes entrepreneurs de la classe moyenne, comme tu dis, qui entreprennent, elles viennent découvrir qu'elles savent dire non. C'est un comble quand même. Waouh. Franchement. No weekend. Alors, du coup, on va passer à autre chose. Ce sera notre dernière section. On a encore peut-être une petite dizaine de minutes. Et les enfants dans tout ça? Ils nous ont rien demandé. Et les enfants dans tout ça? Parce que en général, on trouve quelqu'un. En général, on se met en couple. En général, on trouve souvent des compromis pour le boulot, la famille, etc. Mais en général, on fait aussi des enfants. Ça arrive. Ça arrive. Et donc, comment on fait? Comment on fait? On fait comme pour tout le reste. Faire un enfant ne veut pas dire qu'on doit être ultra, hyper parfaite. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Faire un enfant, c'est aussi un projet. Un enfant, c'est pas juste on fait des enfants pour faire plaisir à la communauté. Parce qu'il faut bien je vous ai fait mourir de rire l'autre jour. Il faut bien les porter pendant 9 mois, les regarder affreux et se dire je l'ai fait, je vais l'assumer. Et en faire un sujet dans la chaîne familiale aussi. Comment dire, l'intégrer à ce projet, à la fois ce projet personnel, ce projet de couple, ce projet familial. Cet enfant-là, il faut que demain, il puisse transmettre aussi ou continuer à transmettre un certain nombre de valeurs auxquelles on peut tenir. Il les transformera peu ou pas. Ça doit être aussi cet autre qu'on a mis au monde. C'est-à-dire que des fois, on a tendance à entendre de la part des parents oui, mais c'est mon enfant. Ouais, non, mais c'est pas ta chose. Un enfant n'est pas un objet. Et oui, mais alors je vais lui donner ce que je n'ai pas eu. Non. Il faut lui donner ce dont il a besoin. Ce que tu n'as pas eu, tu l'as pas eu. Et tu vas travailler sur ce que tu n'as pas eu. En revanche, lui, il n'en est pas encore à ce qu'il n'a pas eu. Il en est à ce qu'il a besoin et il faut pouvoir entendre à cet endroit-là que cet enfant-là
singulièrement, a peut-être besoin que, je sais pas, sa maman soit plus là, rigole plus souvent, par exemple. Par exemple. Par exemple. Je trouve qu'au Sénégal, des fois, les gens tirent une tronche devant les enfants, mais détendez-vous. Les enfants, ils ont aussi besoin de savoir que vous êtes des êtres humains et que vous n'êtes pas dans une espèce de paraître comme ça. Oui, on peut rigoler, oui, on peut être triste, oui, on peut parler de sa tristesse. Mais les enfants sont spectateurs aussi de la scène qu'on leur met. Mais ils sont aussi très en demande de ces scènes-là, d'une parole autour de ces scènes-là, pour se structurer aussi. C'est-à-dire que, pour reprendre, je rentre du boulot, je suis fatiguée, mon chef m'a pris la tête, mon collègue qui gagne 30% de plus que moi n'était même pas là en plus, pour faire le boulot que j'ai dû lui taper. Oui. Mon mari m'a pas répondu quand je l'ai appelé, et puis je me suis rendu compte qu'en plus il n'a pas fait les courses. Blablabla, blablabla, et on arrive et on regarde le gamin qui vient de dire Maman, c'est bon, lâche-moi. C'est d'une violence inouïe. Ce gamin-là, il est tout content, il est en train de vous faire la fête, c'est pas de sa faute si le gars n'était pas là quand il fallait bosser. Mais encore faut-il s'apercevoir que vous arrivez, prenez un petit peu sur vous et vous lui dites écoute, je suis super contente de te voir, mais là tout de suite, donne-moi 10 minutes. Vous allez, vous prenez une douche, vous vous détendez et vous revenez. Mais donne-moi 10 minutes, un enfant peut l'entendre. Mais lâche-moi, c'est moins entendable. Donne-moi 10 minutes, maman est fatiguée. Ou donne-moi 10 minutes, j'ai eu une journée pourrie. Oui, il m'arrive de rentrer et puis pourtant je suis comme les autres femmes working girls, je vais au travail, des fois il y a des choses qui se passent pas forcément bien. J'arrive, j'ai une certaine tête et ma fille me dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Aujourd'hui ma journée était pourrie, donc attends, je vais me refroidir un peu et je reviens. Elle entend. Mais c'est depuis petite qu'elle entend qu'il y a des jours où c'est moins cool. Et il y aura des jours où je serai moins performante en tant que maman. Mais ça arrive. Il y a des jours où je serai malade. Mais fais la différence entre le jour où je suis malade et le jour où je suis triste. Je peux avoir une sale gueule quand je suis malade, mais sans être triste. Il y a ça. Il y a aussi le fait d'être aussi un petit peu dans l'autodérision. On n'a pas toutes les réponses à toutes les questions. C'est ça aussi être adulte. Et de savoir dire à son gamin, j'en sais rien. Franchement, tu poses des questions, toi aussi. On va chercher. Surtout qu'ils sont très imaginatifs. Oui. Ou par exemple, lui dire, tiens, à contrario, quand je sais ou quand je pense en tout cas avoir un support sur lequel je pourrais répondre à sa question, trouver. Oui, mais il m'est déjà arrivé, ma fille elle était en CE1, CE2, je sais plus, de lui faire un rappel à la loi sur la question de comment ça s'appelle, la légitime défense. Donc je lui ai repris l'article de loi, je lui ai commenté, je lui ai donné la situation, j'ai fait vraiment la prof. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, cette question du droit pénal, je la connaissais un tout petit peu. La loi, je la connaissais pas par cœur, mais je l'ai commentée. Je lui transmets quelque chose. La preuve, elle est repartie le lendemain ou le surlendemain. Un petit gamin l'embêtait. Elle s'est un peu vengée, un peu fortement, je dois lire. Et donc elle s'est fait punir. Mais devant la maîtresse, elle lui a dit écoutez, article L, machin truc, et que donc en conséquence, il m'a traité de ça, moi je me suis vengée. Elle a eu 10 minutes de punition, l'autre a eu 20 minutes de punition. Ça s'appelle en droit, un allègement de la peine. Circonstance atténuante. Mais voilà, quelque part, je lui ai transmis quelque chose. Que la loi, elle est aussi bien là pour te protéger, mais que pour te prémunir aussi. Et que, oui, quand on contrevient à la loi, on est puni. Parce que là, pour le coup, elle a été punie. Et je lui ai dit, c'est normal, tu prends 10 minutes de punition parce que tu n'as pas le droit de taper. Mais, enfin, là où on était, elle n'avait pas le droit de taper, mais en même temps, elle t'a été entendue. Dans le sens où tu as pu dire que voilà, tu as le droit de te venger de quelque chose que tu trouves injuste. Mais voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'on transmet. De la même façon qu'on transmet les affects, qu'on transmet la fatigue, la colère, etc. Et il faut pouvoir incarner ce qu'on dit. C'est-à-dire que c'est pas la peine de dire à un gamin oui, il faut bien se comporter, et il faut, je sais pas, par exemple là, pour le coup, suivre la loi, et sortir dans la rue et hurler sur le premier venu ou lui casser la gueule. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et le gamin va garder l'incohérence et non pas la cohérence. Quand j'explique à mon enfant que je ne dois pas, je sais pas, traverser la rue quand le feu est rouge, et moi je m'arrête et j'attends. Je ne dois pas insulter le voisin, je n'insulte pas devant mon gamin.
quand il n'est pas là, vous faites ce que vous voulez, mais Oui, gamin, non. mais tout à fait. Et ça, c'est important, parce que vous lui demandez de faire quelque chose que vous ne lui montrez pas. Vous ne lui montrez pas la façon de faire. Et ça ne va pas lui tomber tout cru. Il a besoin de voir, l'enfant a besoin de fonctionner par mimétisme, et donc de s'apercevoir que papa, maman, figure identificatoire, font telle chose de cette façon-là, non, moi aussi, je peux le faire, et être aussi bien que papa, maman. Oui, c'est ça. Et ça, c'est sa fierté aussi. Et c'est notre fierté. Mais c'est aussi notre fierté de se dire, bah ouais, mais je sais pas tout. Et mon gamin, parce qu'il est curieux, parce qu'il va ailleurs, parce qu'il pense autrement, etc., il m'enrichit. Je suis pas finie. Oui, oui. On a souvent tendance à dire que je suis l'adulte et que je n'ai rien à peut-être apprendre d'un enfant ou d'un plus jeune que moi, etc. Souvent, on fait cette erreur-là. Mais c'est pas tellement une erreur, ça reste défensif. C'est-à-dire que si on se pose en tant qu'adulte qui n'a rien à savoir de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit, qui soit plus jeune, c'est qu'on se pose soi-même comme loi. Et si on se pose soi-même comme loi, tout à l'heure on parlait des pathologies du narcissisme, là on est en plein dans narcissisme, tu meurs. Tu meurs. Alors, on a parlé beaucoup de la femme en face de ses enfants, et tout ça, de sa position, mais du coup, en tant que couple, en tant qu'entité, couple en face aux enfants, en termes d'attitude, de comportement, ou je sais pas, de figure, voilà. Et quelle est la position que nous devons prendre en général par rapport à ça? Ah là, tu viens de me demander une recette. Et j'ai dit en début que je ne donne Ah oui, pas de tu recette. ne donnes pas de recette. Non. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que en tant que couple, il y a des hauts et des bas. Il faut Il y a des fois où c'est moins drôle que d'autres. Il y a des fois où papa ou maman n'est pas trop d'accord avec papa et maman. Et c'est vrai que j'ai élevé la voix, ce qui ne devrait pas se faire. D'ailleurs, j'ai pris le temps d'aller m'excuser auprès de papa ou de maman. Et il faut qu'ils entendent que j'ai fait une connerie, je me suis excusée. J'ai réparé. Mais que tout va bien. C'est normal qu'on se dispute. Il y a des jours où je te dispute aussi. Parce que tu as fait une bêtise, parce que tu as fait quelque chose que je ne t'avais pas demandé, etc. C'est inhérent à être humain, c'est normal. En revanche, mettre une gifle, taper, machin, etc. à sa femme devant ses enfants, déjà de façon générale, ça c'est pas possible. Mais alors devant ses enfants, c'est encore pire, parce qu'à ce moment-là, l'enfant, ce qu'il prend dans la figure, c'est un trauma du niveau d'un tsunami, quoi. Notamment quand papa tape sur maman, ou maman prend le coup du fumoir et course papa dans la maison. Dans la maison. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Et quand on fait ça, il faut qu'on pense toujours à ce petit qui nous regarde du haut de son 1m20. Déjà, on parlait des géants. Et si en plus on se comporte comme des ogres, on a de fortes chances de faire peur à ce petit et qu'il ne nous fasse plus confiance. Comme des points de sécurité, comme des points d'ancrage, comme des points d'étayage. Ce que je disais tout à l'heure. On ne va pas lui faire confiance. Tout à fait. C'est pas possible. Donc en tant que couple, il faut qu'on soit attentif à ce qu'on leur dit, à ce qu'on fait devant eux. C'est pas la peine de se galocher jusqu'au fond de la gorge devant ses gosses. Ça n'a pas d'intérêt autre que de réveiller une pulsionalité qui n'en est pas à ce stade-là. Donc non. On peut se faire un câlin, mais stop. Et le reste, c'est l'intimité de la chambre. Votre copine, elle a tout à fait raison. Sa chambre, c'est sa chambre. Elle fait ce qu'elle veut dans sa chambre. Mais au milieu du salon, c'est moyen. C'est moyen. Alors, je pense qu'on est au mot de la fin. On va essayer de finir sur une note positive. Que la nana qui court derrière son mari avec une coup de tué noir. Okay. Donc on a voulu parler de manière un peu ramassée, voilà, générale, de nous en tant que femmes, en tout cas moi en tant que femme dans mon couple et dans ma vie de tous les jours. On a abordé la question du couple lui-même, la question des ambitions professionnelles et on peut parler aussi des enfants. Donc le mot de la fin. Alors, je suis désolée si pour certains j'ai pris beaucoup de raccourcis, mais bon, voilà, il faut aussi que les choses puissent être entendues de façon un petit peu claire et accessible. Mais voilà, on peut être tout à fait heureux à condition de travailler à son bonheur. Travailler à son bonheur, c'est aussi se poser des questions, réfléchir toute sa vie, tout au long de sa vie, et apprendre à transformer aussi toutes les épreuves. On peut avoir vécu un certain nombre de traumatismes, mais que finalement, ça nous rend beaucoup plus forts parce qu'on y a réfléchi, et non pas parce qu'on s'est laissé
prendre là-dedans dans des enjeux ou des transactions un peu particulières. Et on a cette capacité à être d'excellents parents, d'excellentes working girls, d'excellentes, je sais plus, ce que vous voulez, d'excellentes femmes, etc. Mais à condition d'être au clair avec soi-même. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est un super mot de la fin. Il faut être en phase avec soi-même. Alors, merci beaucoup, Merci à toi. Haira. Je ne sais pas si tu veux rappeler où est-ce que les personnes peuvent vous voir. Si jamais, en fait, ils n'arrivent pas à faire ce travail-là et que la névrose va un peu au-delà de ce qui est gérable. Alors, je suis joignable au 78 124 40 99 et je consulte en ville dans le cabinet du docteur Boulos pour le moment. Qui est à quelle adresse? Qui est 76 rue Raffnel. Voilà, donc si jamais vous avez besoin d'aller plus loin ou de vous faire accompagner par Haira, qui est aussi une yaï. Oui. Tu as oublié de dire ça dans ta présentation. Mais si, j'ai dit j'ai une fille. Tu l'as dit au départ. J'ai même dit raconter des choses sur ma fille. Donc que je suis super contente d'avoir réussi à, comment dire, embarquer dans cette, on va dire, aventure du Yaï TV en live qu'on essaiera de vous apporter, on va dire, toutes les semaines, on essaiera avec un expert différent. Donc voilà, donc restez connectés, abonnez-vous à la page yaï.sn pour ne pas rater nos prochains rendez-vous. Bye bye. Au revoir.